le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et alors que le King d'Angleterre va être couronné aujourd'hui même, moi j'ai le roi de l'auto en ma compagnie. Bonjour, oh mon roi, Jean-Luc Moreau. Bonjour Dame Laurence et bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs. Alors petite particularité, nous avons un problème technique sur ce qu'on appelle les lives directs sur Facebook. Donc si vous voulez nous regarder, en tout cas suivre cette émission en voyant ce qui va s'y passer visuellement, rendez-vous sur la page YouTube de Sud Radio ou sur le site internet de Sud Radio pour suivre l'émission en direct. Par contre, vous pouvez réagir bien sûr sur la page Facebook. Je continuerai à lire vos messages. Au programme. Oui, et vous inscrivez sur la chaîne YouTube puisqu'on va dépasser les 800 000 abonnés grâce à vous. Ouais, oh c'est beau ce que vous dites. C'est beau, c'est beau. C'est que de l'amour. Dites-moi, au programme de ce rendez-vous, alors on va avoir une question avec un auditeur très particulier, on n'en dira pas plus avant 13h. Une question auto de quelqu'un qui est malvoyant, voire aveugle. Qui est aveugle, ouais. Il veut choisir une voiture, vous allez me dire, mais alors... On verra ça tout à l'heure. Est-ce que j'ai appelé l'ami Jean-Luc? Je dis mais alors? Eh ben vous allez rester avec nous et vous découvrirez cela. On va parler aussi de ce retour aux 90 km/h pour pas mal de départements. On en est où aujourd'hui? Oui, on va faire un petit point avant les vacances. Et puis d'ailleurs, ceux qui vont partir en vacances dans l'ouest de la France, c'est ces départements qui sont dans le nez là, de la France, eh bien, ils auront la chance de pouvoir rouler à 90. Ça va faire partie des nouveaux départements qui vont passer à 90. Il y a déjà pas loin de 550 000 km qui sont repassés à 90 km/h. L'essai de la semaine. Non, c'est 55 000. Attendez, je vous dis que je vous dise pas des grosses bêtises, parce qu'après on dira ouais, c'est 55 000. 55 000. Ouais. L'essai de la semaine va voir rapetisser notre ami Jean-Luc Moreau. Je n'ai pas perdu mon permis de conduire, je tiens à le préciser. Maman, j'ai toujours mon permis, mais j'essaye une voiture sans permis. La Ligier Maïli, voilà. Vous savez que c'est la Maille Ligier. Ouais, exactement. C'est la Citroën Ami qui a remis au goût du jour les voiturettes électrique cette fois, et donc Ligier, qui est leader du segment, a suivi le mouvement et je vous dirai ce que j'en pense tout à l'heure. La seule émission de cette planète qui parle de pneus, c'est nous. Parce que quand on parle auto, on parle pneus, c'est un organe plus que vital et plus qu'important. Et là, on va parler du marché des pneus de camping-car, toujours en pensant à ces grands week-ends de la fin d'année. Oui, parce que ça y est, les camping-cars ressortent. Ouais. Alors bon, vous allez peut-être changer vos pneus de camping-car. Il faut pas faire n'importe quoi. Ça a évolué ces dernières années, les pneus de camping-car. Donc on fera un point tout à l'heure. Tiens d'ailleurs, est-ce que un camping-car qui sert épisodiquement, je peux mettre des pneus 4 saisons dessus? Ah, bonne question que nous poserons à notre invité. Et puis, puisqu'on parlait de petites voitures, on va rester dans les mini-mini, dans notre rendez-vous classique car, le rassemblement des micro-cars à Saint-Jean-de-Luz. Exactement, voilà. Toutes les semaines, il y a des rassemblements de voitures anciennes un peu partout en France. Mais là, ils s'intéressent vraiment aux toutes petites voitures. Ça veut dire moins de 500 cm3, moins de 3 mètres de long. C'est ce qu'on appelle en allemand les Kabinenroller, entre autres. Il n'y a pas que ça, où il y a les Vespa 400 et ils vont grimper dans les Pyrénées. Je suis assez interpellé par ça. Voilà, on les aura tout à l'heure. Ils seront, j'espère, sous le beau temps à Saint-Jean-de-Luz. Et bien voilà, en tout cas, vous allez aussi pouvoir nous rejoindre au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Tout de suite, nous avons le beau Manu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Manu au standard. Il est venu nous revoir, on lui manquait trop. Manu vous accueille et puis vous pouvez nous écrire à jeparticipe@sudradio.fr. Nous récupérons vos mails. Vous mettez bien On parle auto dans l'objet du mail, vos coordonnées complètes ainsi que votre question ou votre réaction. Et on vous rappellera pour de futures émissions pour vous inviter à y participer. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et ce week-end du 8 mai, attention, vous allez être fortement nombreux, surtout lundi, donc prenez peut-être un peu d'avance et soyez prudents sur les routes. Mais on va parler de ces départements qui reviennent aux 90 km/h. Et notre invitée, Alexandra Legendre, responsable pôle études et communications de la Ligue de défense des conducteurs, est avec nous ce matin. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, Alexandra, peut-être un petit retour en arrière. Limitation à 80 km/h sur les routes de France, ça a fait suffisamment de bruit. Et pour un peu apaiser la colère, ensuite on a donné la possibilité au département, après étude d'impact, de repasser à 90. Ça, c'était quand ça ?
Alors, la mise en place du 80, c'était le 1er juillet 2018. Rappelons-le, c'était un souhait d'Édouard Philippe qu'il a un petit peu imposé à toute la France et qui est tombé un petit peu sur la tête de tous les présidents de départements et de toutes les régions. On fait une parenthèse, Alexandra. Ça a été utile en termes de mortalité routière ou pas ? Ah bah ça dépend de quel côté on se place. Si vous demandez à la sécurité routière, ils vont vous dire oui, et moi je vais vous dire non. Je vais vous dire qu'en fait... Donc ça n'a rien changé en fait, c'est ça qu'il faut dire. Non, mais on parle vrai, Alexandra, on parle vrai sur Sud Radio, toujours. Alors, ça n'a rien changé. Alors, non. En fait, selon les départements, la mortalité, elle a augmenté un petit peu, elle a reculé un petit peu, ou elle est restée stable. En gros, quand on fait une comparaison stricte d'une année à l'autre, non, ça n'a rien changé. Voilà. Alors qu'on nous avait vendu quand même, c'était quoi, 500 morts en moins sur les routes de France, c'est ça ? Ouais, 349 vies, je crois. Ils avaient fait des calculs c'était alambiqué, Et puis bonjour, les dépenses inutiles, quoi. Il a changé tous les panneaux. Alors d'autant que entre temps, donc là, on a permis cette fois aux collectivités territoriales de repasser certains axes à 90 km/h. Oui, c'était dans le cadre de la loi LOM. Donc en décembre 2019, tout d'un coup, on a dit au département, écoutez, si vous voulez, en suivant un formalisme assez précis, c'est-à-dire avec une démarche, comme vous l'avez dit Jean-Luc, d'impact et puis une consultation d'associations départementales, on a dit au président du département, ok, vous pourrez repartir à 90, sur votre réseau. Donc il faut quand même savoir que les préfets qui sont membres de ces commissions départementales avaient reçu une consigne très stricte de refus systématique des dossiers. C'est-à-dire que quelle que soit la qualité du dossier présenté, le préfet, représentant de l'État, devait dire non, on ne retourne pas à 90. Voilà, alors il y en a quelques-uns quand même qui ont un peu forcé, qui ont réussi à repasser à 90. Alors les premiers ont été montrés du doigt en disant ouais, ça va être une hécatombe, dans les départements on repasse à 90, c'est un très mauvais signal. Est-ce que vraiment ça a été une hécatombe ? Première question. Et deuxième question, combien sont-ils aujourd'hui à avoir franchi le pas et combien seront-ils là avant l'été ? Alors aujourd'hui, il y a 7 départements qui sont repassés complètement à 90 km/h. Ce sont la plupart du temps des départements du centre de la France. Donc vous avez l'Ardèche, la Corrèze, la Creuse, le Puy-de-Dôme plus récemment. Et donc dans ces départements, évidemment, le président de département qui en avait fait, pour ceux qui ont changé, vous savez que les départementales ont eu lieu, les élections ont eu lieu il y a 2 ans. Certains en avaient fait une promesse de campagne. Et donc ce sont des présidents qui ont pris la précaution de faire eux des études d'impact dans leur département. Et tous ont fait sont arrivés à la conclusion que ça ne changeait pas grand-chose, mais qu'en revanche, ils ont porté beaucoup d'attention à des zones où il y avait plus de risques, où là, ils ont baissé la vitesse à 70 km/h. Donc, ce qu'on met en avant, si vous voulez, c'est la capacité des élus de terrain d'identifier parfaitement les zones les plus dangereuses et d'adapter la vitesse à ces endroits-là. La sagesse, en vérité, c'est de remonter à 90 et de baisser à 70, là où c'est vraiment nécessaire. Bah oui. Ouais, c'est du bon sens, sens. D'autant que passer tout le monde à 80, les camions et les voitures, c'est pas forcément une bonne idée. Moi, c'est m'arrivé de circuler avec des voitures anciennes et d'avoir un camion collé 3-4 mètres derrière moi à 80 km, enfin un peu plus de 80 km/h, parce que eux roulent avec systématiquement un GPS et donc sont à 80 GPS, alors que vous n'êtes pas forcément à 80 GPS. Alors donc, il y a, est-ce qu'il y a eu, c'était la question d'avant, est-ce qu'il y a eu une surmortalité dans ces départements qui sont repassés à 90 ? C'est pareil. Oui. Ça va dépendre. Et dès que vous avez un drame, une collision où il y a 3 morts, en fait, le problème des relevés de victimes de la route, c'est qu'on mélange tout, entre guillemets, si vous me permettez ce vocabulaire un peu abrupt. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas aller chercher finalement la raison véritable de l'accident, on va la mettre sur le dos du passage à 90. Ouais. Exactement. Ouais. Donc il faut attendre le c'est jugement, même systématique. C'est même systématique dans les rapports de police, puisque moi je l'ai vécu. Quand on ne connaît pas réellement la cause d'un accident, quand il y a un rapport de police, en général, on met la vitesse. C'est ce qu'il y a de plus simple comme ça. Après, mais c'est ce que m'a toujours étonné, moi, en fait, c'est que je comprends pas pourquoi tous les ans on n'a pas les vrais chiffres de mortalité, dans le sens, ça c'est l'alcool. Alors ça commence à venir. C'est compliqué sur le terrain, et puis il y a du déclaratif aussi. Il n'y a pas forcément des caméras partout pour arriver à savoir l'état de la route, on n'en parle jamais. Ce qui s'est passé. L'état de la route, on n'en parle jamais. Alors, Alexandra, là, donc aujourd'hui, combien de départements sont repassés tout ou partie à 90 km/h ?
Alors, on en est 46 qui l'ont acté, plus 3 qui sont sur le point de le faire. Donc, ça veut dire que sur les 96 départements métropolitains, on a passé la moitié. On a passé la moitié, d'accord. Donc, on a cette vraie rébellion, on va dire, des départements qui, les uns après les autres, passent à 90 km. À 90 km. Alors, il y a des grandes tendances. On n'a pas une vue sur la Réunion, Martinique, Guadeloupe, tout ça, on n'a pas, on n'en parle jamais d'eux. Et alors, pour le moment, la mortalité routière est beaucoup plus élevée dans ces départements-là. Oui, mais du coup, est-ce qu'ils sont passés aux 90 ? Est-ce qu'on n'a pas de vue là-dessus ? Mais il n'y a pas beaucoup de routes où on peut rouler en toute sécurité à 90 km/h là-bas. C'est ça le problème. Non, mais en plus, on n'a pas de retour sur le retour à 90 km/h dans ces départements. Alors, ce qu'on voit quand on regarde la carte de France des départements qui sont repassés à 90, c'est que c'est principalement le centre de la France et tout ce qui est la périphérie. Alors, le nord, le sud-est, le sud-ouest, tout ça c'est resté, et y compris les départements de la Bretagne, tout ça c'est resté à 80. Ça va changer, hein. Le Morbihan va repasser à 90 là prochainement. Cet été. Oui, tout à fait. Ouais. C'est le premier département de l'Ouest, de la pointe Ouest, qui repasse une partie de ses routes à 90 km/h. Donc effectivement, c'est une petite révolution dans cette région. On a aussi les Alpes de Haute-Provence et le Gard qui vont faire ça, qui vont basculer d'ici cet été. Bon, est-ce qu'on peut imaginer que dans allez, je vais dire quoi, 2 ans, tout le monde soit plus ou moins repassé à 90, ce qui annulerait complètement, hormis les départements vraiment de Paris et de la Petite Couronne, puisqu'eux ils sont pas concernés, il n'y a pas de route, à 80. Ouais, tout à fait. C'est effectivement un mouvement de longue haleine, puisque donc l'autorisation de retour à 90 date de décembre 99. On est donc maintenant en mai 2023, et en gros tous les ans on observe entre 6 et 10 départements qui rebasculent peu à peu à 90. Donc moi je suis convaincu que petit à petit effectivement davantage de départements repasseront à 90. Voilà. Et je serais tenté de dire exactement tout ça pour ça. Exactement. Voilà. Tout ce pataquès. Vous vous souvenez de la super émission du journaliste qui est décédé là, Pernod? Combien ça coûte? Il faudrait que quelqu'un ait un peu le courage de remettre ça sur Play, parce qu'il y a vraiment du gâchis. J'ai travaillé pour Combien ça coûte à une époque. Moi, j'ai fait un casting pour Combien ça coûte, ce qui m'a donné l'occasion il y a 20 ans de faire du téléachat. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais... Non, mais c'est vrai, c'est quand même juste aberrant, quoi. C'est l'exemple type des décisions prises à l'emporte-pièce, comme une qui risque d'être prise. Et je vous invite d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent à aller sur la page de la mairie de Paris, ou qui veut supprimer une voie sur le périph' et passer ensuite à 50 km/h. Donc il y a une consultation jusqu'à fin mai. Donc moi j'ai rempli hier pour dire ce que j'en pensais, dire que c'était une double connerie, que c'est dogmatique au possible, puisque une voie en moins c'est des bouchons en plus, donc de la pollution en plus, et même aux heures où ça roulera normalement, passer de 70 à 50 km/h, c'est multiplier la pollution par 2. Donc c'est une mesure qui n'a aucun sens en matière de pollution. Voilà. Non, c'est juste pour empêcher les voitures de rouler, mais on empêche toutes les voitures, qu'elles soient d'ailleurs thermiques ou électriques, parce que même ceux qui sont en voiture électrique n'auront pas le droit de rouler non plus. C'est sur le site aussi de la ridicule mairie. Que la fermeture des voies sur berge, qui a augmenté la pollution l'année où les voies sur berge ont été fermées. Plus les travaux. Et du coup là, c'est sur le site de la mairie de Paris qu'on va voter contre. On va voter contre. Et il y a aussi une pétition en ligne contre la suppression d'une voie sur le périphérique. Vous trouverez ça sur Internet. Il y a déjà pas mal de monde qui a signé, dont Jean-Luc Moreau. Contre la fermeture. Bon, très bien. Alexandra, on vous embrasse fort. Merci à vous, à bientôt. Passez un bon week-end. Au revoir, merci. Alexandra Legendre, responsable pôle études et communication de la Ligue de défense des conducteurs. Allez, à suivre votre première question au 0826 300 300. Je rappelle à ceux qui arrivent actuellement à l'écoute de Sud Radio que nous avons un problème, enfin c'est pas nous, c'est la page Facebook qui a un souci technique, donc on ne peut pas suivre l'émission ni en direct en regardant nos visages, ni même en mettant vos réactions. On en est désolé. Vous pouvez nous appeler si vous en avez envie. Manu vous attend au standard 0826 300 300, ou vous nous écrivez je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien on parle auto. Si je reçois vos mails là dans la matinée, s'il y a des questions à poser à Jean-Luc, on essaiera d'y répondre comme quand vous réagissez sur Facebook. Allez, à tout de suite. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Roule, le club automobile ouvert à tous présente
Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et dans quelques instants, notre ami Jean-Luc prendra le volant d'une mini-voiture, la Ligier My Li. Une voiture sans permis, parce qu'il n'a pas perdu le sien, mais il avait envie quand même de tester. Juste avant, on vous accueille, vous qui nous rejoignez, pour poser vos questions au 0826 300 300. Donc je rappelle à tout le monde qu'on a Facebook a un souci, c'est pas nous, c'est Facebook, donc vous pouvez pas suivre l'émission en direct actuellement sur la page habituelle de Sud Radio. Salut Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Oh, quelle belle pêche. Vous êtes où, vous, Nicolas? Je suis dans l'Eure-et-Loir, moi. On sent qu'il y a une belle énergie. Oui, mais il s'appelle Nicolas, alors c'est pour ça. Et pourquoi? C'est quoi le lien? Nicolas, je sais pas, je pense à des boutiques où on vend des produits. Voilà. Non. D'ailleurs, ils ont fait des sacrés progrès, d'ailleurs. Il y a des jolies choses chez Nicolas maintenant. Bref, bon alors, Nicolas, donc vous roulez, vous, en électrique déjà depuis un petit moment avec une voiture chinoise. Alors ça y est, il y en a qui vont, j'entends, ça va hurler. Ouais, j'ai même 2 voitures chinoises en fait. Oh là 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 là. J'ai une MG ZSEV et j'ai une Tesla Model 3 qui est fabriquée en Chine aussi. Et c'est la MG dont vous voulez parler? Exactement. Tadam. Alors vous voulez racheter une MG, c'est ça? Pourquoi? Oui, tout à fait. Alors déjà, je suis très content de la MG4 de la MG ZSEV que j'ai actuellement. Mais alors, on précise pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit SUV électrique, hein, c'est ça? Exactement. Bon. Et donc vous êtes un peu limité en autonomie électrique. C'est combien d'ailleurs? Vous faites combien de kilomètres? 263 WLTP. D'accord. Oui, mais vous dans la réalité, parce que WLTP, on s'en fiche un peu. Ouais. Vous faites combien de kilomètres avec? Ouais, 250 dans ces eaux-là. Ah, quand même. Ah ouais. Ah, quand même. Ouais, alors ouais, parce que moi je fais de l'extra-urbain et de l'urbain uniquement. D'accord. Jamais d'autoroute. D'accord. C'est pour ça. C'est pour ça. Donc vous voulez la changer pour quelque chose qui aurait un petit peu plus d'autonomie. Exactement. Et vous avez craqué sur la MG4 que vous avez essayé au fait, la MG4? Non, je l'ai pas essayé. Je l'ai vu en concession. Je suis monté dedans et puis voilà. Non, c'est bien, hein, franchement. Alors quel moteur vous voulez prendre? Alors, j'ai pris alors je l'ai commandé puisque ça fait un petit moment déjà. J'ai pris la petite batterie et le moteur le moins puissant. Mais bon, ça suffit. Ça suffit largement. Ouais, ça suffit largement. Non, mais c'est surtout une voiture très sympa pour le prix, quoi, parce que c'est absolument sans concurrence. Donc vous aviez commandé cette voiture. Ce que j'aime bien, c'est que dans votre mail, vous m'avez mis, je l'ai commandé d'une couleur. Alors j'aime bien la précision qu'il y a derrière la couleur. J'ai mis Orange Casimir dans le mail. Ouais, c'est ça, j'adore. Casimir, ouais. Ça nous Orange Casimir. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai une moto. Le temps des rires et des chants. J'ai une moto orange, une Kawasaki orange, et je l'appelle Casimir aussi. Tous les jours, le printemps. Voilà, j'aime bien. Ça a marqué notre jeunesse. Donc, vous avez commandé un Casimir, et Casimir. Alors, on va faire taire Laurence. On va la débrancher, vous inquiétez pas. Donc, vous avez commandé cette MG4 orange, et orange au désespoir. Exactement. Oh mon Dieu. Ah, celle-là, elle était belle. Je l'attends toujours. C'est au désespoir, comme vous dites. C'est quoi? C'est le Boulga? Moi, j'ai contacté mon concessionnaire, enfin mon commercial chez mon concessionnaire, et il m'a dit que les oranges, les rouges et les bleus, c'est la misère pour les avoir. Exactement. Et je vous explique pourquoi. Parce que moi, entre-temps, j'ai appelé MG France pour savoir. Bon, j'aurais dit, mais comment ça se fait Parce que les Chinois fonctionnent pas comme les constructeurs européens. En Europe, vous commandez votre voiture chez Peugeot, chez Renault, chez n'importe qui. La commande va à l'usine. On fabrique votre voiture en fonction de la commande. Les Chinois fabriquent des voitures en amont. Il y a du stock. Et le problème, c'est que sur les MG4, la couleur de lancement, le orange, les couleurs vives, ont été tout de suite plébiscitées. Tout le monde a voulu ces couleurs-là. Donc, comme il y avait un certain nombre de fabriqués, elles ont été vendues tout de suite. Et dans les plannings de fabrication, malheureusement, ces couleurs-là vont revenir. Mais celles qui restent en stock, qui sont disponibles rapidement, parce qu'il faut quand même que la voiture, elle arrive de Chine. Elle vient pas par la route, elle vient en bateau, elle fait un petit peu le tour du monde pour arriver. Donc forcément... Bonjour, le truc carbone pour une voiture électrique. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, c'est normalement 3 mois, c'est 3-4 mois le délai de livraison, mais comme là il n'y en avait pas en stock, il va falloir attendre. Oui, et puis comme tout le monde en veut. Alors ce qu'on vous a proposé, Nicolas, c'est une autre couleur, mais bon... Ils m'ont dit oui, si je l'avais en blanc, je l'ai pas demain, mais je l'ai rapidement. Ouais, non, mais non, c'est pas beau. Hein. Non. Puis l'orange, il est tellement alors, sympa. Du coup, il peut rien faire. Ah non, il peut rien faire. Il n'y a aucune possibilité. Eh ben, achetons français. Pardon, excusez-moi. Je vous taquine, Nicolas. Il n'y a aucune possibilité d'avoir la voiture
rapidement. Alors peut-être que s'il a de la chance, parce qu'il y a quand même en fabrication des oranges, peut-être qu'il y en a une qui va arriver. Alors votre problème, c'est que si elle arrive après le 30 juin, vous perdez 1000 euros de bonus écologique. Ouais. Puisque vous l'avez commandé. Non, mais vous l'avez commandé l'année dernière, la voiture. Tout à fait, en octobre. Mais vous avez payé une partie ou pas du tout? Non, mais oui, il a commandé la voiture, donc il bénéficie du bonus de 6 000 euros. Bah ouais. Le bonus de 6 000 euros, il s'arrêtait à la fin de l'année pour des véhicules livrables jusqu'au 30 juin. Donc si le véhicule est livré après le 30 juin, c'est plus 6 000, c'est 5 000 euros. Donc c'est un petit peu dommage parce que perdre 1 000 euros comme ça... surtout aujourd'hui, mais c'est totalement ballot. Ouais. Alors, après, ce que vous pouvez peut-être faire si le délai du 30 juin est dépassé, c'est demander à votre concessionnaire qu'il fasse un petit geste commercial sur, je ne sais pas, de l'entretien après, enfin qu'il vous fasse un avoir qui corresponde à une partie de cette somme. Les 1 000 euros, j'y crois pas, mais c'est la possibilité. Je pense qu'ils seront assez conciliants. Maintenant, il n'est pas exclu, c'est ce qu'on m'a dit chez MG France, que la voiture arrive là dans les semaines qui viennent et que ce soit short pétrole, mais que vous arriviez à être livré avant le 30 juin. Mais ça, malheureusement... personne n'est capable de dire si la voiture va arriver ou pas. Et en tout cas, rester sur le orange, franchement. Ah ouais. Bon. Okay. C'est ballot parce que moi j'en avais une en essai, une orange, je l'aurais gardée, je vous l'aurais. Enfin non, c'était vous l'avez vu l'essai. Oui, sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Ouais, c'est bien. Allez-y sur la chaîne YouTube. Voilà, j'ai bien amené la pub pour la chaîne YouTube. Bon, c'était la grosse batterie, c'était le gros moteur, mais franchement, les deux, c'est vraiment très bien. Vous êtes un très très bon co-animateur, Nicolas. On vous garde. Je vous remercie. Bon courage. Nicolas, on peut que croiser les doigts pour vous. Hein. Et tenez-moi au courant quand même. Voici tenez-moi au courant pour me dire si vous avez une date. Aux enfants. Alors vraiment, on va débrancher là. Je vais lui mettre un coup de pelle, ça va aller mieux. Non mais dis donc, ça va pas bien. Vous allez voir un coup de pelle. Casimir s'en va. Nicolas, on vous souhaite un bon week-end quand même. Merci, vous aussi. Merci Nicolas. Allez, à suivre, il y aura l'essai de la semaine avec Little Jean-Luc qui va rentrer dans une Little voiture. Et puis, vous êtes en train de nous écrire sur On Parle Auto. Ah bah tiens, c'est une idée pour Nicolas parce que le modèle que j'ai essayé de la Miley, là, il y a 192 km d'autonomie. En plus, il est sûr de jamais faire d'excès de vitesse, c'est limité à 45. C'est pas orange. Mais il peut commander, je crois, il doit y avoir des couleurs. Bon, en tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes déjà nombreux à nous écrire. Je participe @sudradio.fr là dès ce matin, puisque vous ne pouvez pas réagir sur Facebook qui est bugué. Donc vous n'hésitez pas. Et je vous lirai le premier mail qui est arrivé il y a déjà 2-3 minutes. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et il prend le volant de tout ce qui roule. Bientôt dans On Parle Auto, monsieur Jean-Luc Moreau nous fera un essai de tracteur ou de camion. Non, je rigole. Là, c'est la Miley que vous avez essayé, Jean-Luc. Exactement, Miley pour Maille Ligier. Hein. C'est vrai que le marché du véhicule sans permis, il a le vent en poupe. Il opère aussi une mutation en passant à l'électrique. C'est la petite Citroën Ami qui a engagé cette vraie mutation. Or, le segment du marché, c'est Ligier. Il était donc normal que Ligier arrive sur ce segment du quadricycle léger à moteur conduisible sans permis dès 14 ans avec un véhicule à batterie. Si vous êtes né avant 1988, est-ce que c'est votre cas Laurence, vous êtes né avant 1988 non, mais quelques semaines très avant. Légèrement, oui. Ouais. Donc pas besoin de permis. Non. Si vous êtes né après 1988, il faudra 8 heures de formation. C'est le permis AM pour apprenti motocycliste, qui n'a rien à voir avec les motocyclistes, mais ça s'appelle comme ça. Bon, alors c'est une toute petite voiture, cette Miley, 1,50 m de large, 3 mètres de long, moins de 425 kg sans les batteries. Cette Ligier est une voiturette haut de gamme avec, on l'a vu, des roues de 15 pouces, des freins à disque à l'avant, à l'arrière. Ça fait moins voiture sous le capot. Hein. On a un moteur électrique d'origine Valeo en 48 volts, puissance 6 kW, ça fait 8 chevaux. C'est ce qu'impose la réglementation. On est loin des Ligier de Formule 1, souvenez-vous. Ah bah donc, oui. S'il n'y en a pas à l'avant du coffre, il y en a en revanche à l'arrière. 459 litres sous tablette, c'est énorme. Donc, ouais. Et même 615 litres jusqu'au toit. Il y a 2 places seulement, mais elles sont assez vastes. En plus, les sièges sont bien dessinés et plutôt confortables. Alors évidemment, les matériaux utilisés sont basiques. Il faut limiter le poids du véhicule. En revanche, la présentation n'est pas mauvaise. Et puis surtout, l'équipement est vraiment surprenant pour une voiturette. Vous avez
un écran central de 10,2 pouces avec des fonctions Apple CarPlay et Android Auto, un système de climatisation électrique, des vitres électriques, des rétroviseurs réglables de l'intérieur, un tableau de bord électronique, un pare-brise chauffant, une caméra de recul et même un système audio avec des haut-parleurs Pioneer. Wow. Les phares sont des full LED, il y a une ouverture et une fermeture centralisée. C'est des choses qu'on trouvait sur les véhicules haut de gamme il y a 15 ans. Alors, on peut choisir en plus 3 capacités de batterie, 4,14, 8,28 ou 12,42 kWh. Dans ce dernier cas, c'était ma voiture d'essai. On a une autonomie de 192 km. Il y a des vraies voitures électriques qui aimeraient avoir ça. Bon, la prise en main, elle est vraiment très facile parce que vous avez une direction assistée. Eh oui. Bon, il n'y a pas de vitesse. Bon, évidemment, le confort est un peu spartiate. C'est pas une Tesla non plus en accélération, mais non, mais en ville, c'est honnête. Hein. Jusqu'à 45 km/h, ça accélère bien. Bon, c'est la vitesse limite, 45 km/h, due à la réglementation. On trouve le temps long, en revanche, quand la route est un peu plus longue. De toute façon, on n'a pas le droit d'utiliser les grands axes. Vous ne pouvez pas prendre... à Paris, on n'a pas le droit d'accéder au périphérique. Vous n'avez pas le droit d'accéder aux autoroutes. Ça reste une voiturette. Il y a un mode éco qui limite l'accélération et qui augmente la récupération d'énergie en décélération. Sur la grosse batterie, franchement, ça ne sert à rien. Bon. Il y a un truc par contre que la Maily n'aime pas du tout, c'est les ralentisseurs. Quand on passe dessus, on a le sentiment, quand vous voyez l'image là, on a le sentiment que la voiture va se disloquer si on est à plus de 20 km/h. En revanche, son centre de gravité très bas avec les pneus vraiment généreux pour la voiture font qu'elle tient extrêmement bien la route. On peut aussi se garer dans un trou de souris et très facilement parce que vous avez la direction assistée et une caméra de recul. Malheureusement, à cause de l'architecture électrique en 48 volts, la puissance de charge est limitée. On a au maxi 2,3 kW. Ça veut dire que sur une prise standard à la maison, il faudra 6h15 pour recharger. Mais vous avez un câble de type 2 qui est disponible en option. Avec ce câble, vous pouvez vous recharger sur les grosses bornes qui se trouvent sur la voirie. Alors... elle est plutôt pas mal pour une voiturette. Elle est assez jolie, elle est vachement bien équipée. Vous allez me dire, le défaut, il est où ? Eh ben, le défaut, il est là. C'est que le modèle grosse batterie en finition haute qui s'appelle Rebelle coûte, vous êtes assise, 18 799 €. Alors, on a un bonus de 900 €. Ça fait 17 899 €. L'Ami coûte 7 999 €. Hors bonus. Donc là, je serais tenté que de vous dire que la Maily, c'est pas un prix d'ami, quoi. Non. Mais c'est Ligier, c'est pas Citroën. Et oui, mais bon, c'est du haut de gamme. Ça sera pour les ados dont les parents sont fortunés. C'est dommage. C'est dommage parce que c'était, à mon sens, aussi une vraie possibilité. Ça démarre à 14 000 et des brouettes. Mais il y a tous les problèmes de ZFE. Il y a plein de gens qui vont pas pouvoir changer de voiture. Et ça pour le côté urbain et travail, journée, voilà. Comment on appelle ça ? Là, ils n'ont pas fait dans le minimaliste. Mais 18 000. Ils sont fous. Ils sont fous, Ligier. Bon, en tout cas, c'est une belle réussite, mais très chère. Merci beaucoup. Allez, à suivre dans notre rendez-vous, on va parler d'environnement. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et je vous rappelle qu'en ce moment, malheureusement, on a des problèmes avec Facebook, donc vous ne pouvez pas suivre l'émission sur la page Facebook de Sud Radio, mais vous pouvez nous rejoindre et d'ailleurs vous abonner sur la page YouTube où vous nous voyez et où vous pouvez réagir, ou sinon vous nous envoyez un mail pendant l'émission à jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto dans l'objet et votre petit mot. D'ailleurs, on a un bonjour de Lyon en direct de son labo de pâtisserie, nous dit Marc. Marc, vous pouvez nous envoyer vos gâteaux à la radio. Pourrait-on avoir un petit cours sur l'utilisation des bombes anti-crevaison et peut-on faire réparer un pneu qui a été réparé avec ce dispositif ? Et merci pour vos émissions. On fera un sujet ? Bon, on en parle tout à l'heure, après, juste après l'heure de l'apéro à midi. L'heure de l'apéro, c'est moi, je suis là. Laurence Perrault, pour vous servir. Bon, allez, à tout de suite. Nous, on parle d'environnement maintenant. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement.
Vous avez envie d'avoir une voiture électrique, mais vous habitez dans un immeuble. Ça va pas être pratique, toute cette histoire. On va en parler. Recharge en copropriété, comment faire? Et on accueille Ludovic Coutan, qui est responsable du programme Advenir. Bonjour Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour. Ludovic, rapidement, le programme Advenir, c'est quoi? What is it? Alors, le programme Advenir, c'est un programme qui a été mis en place par le ministère de la Transition énergétique dans le cadre des programmes C2E, qui est piloté par la Vert France et qui propose des primes pour l'installation de bornes de recharge et notamment donc en copropriété pour les particuliers. Bon, on expliquera à la fin du sujet combien vous pouvez avoir par ce programme Advenir si vous décidez de faire installer une borne de charge dans votre parking. Donc vous êtes en copropriété. Alors, j'achète une voiture électrique. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir installer une prise dans mon parking? Alors, très bonne question parce qu'effectivement, donc les bornes de recharge sont un nouvel objet et donc on n'a pas forcément encore les réflexes en tête, mais la première chose à faire, ça va être de prendre contact avec un installateur qualifié IRVE qui va pouvoir accompagner vos besoins. Après, vous allez me dire... Ça, on trouve sur Internet. Voilà, exactement. C'est quand même la première étape parce que ce sont des professionnels qui sont qualifiés, qui vont maîtriser l'ensemble des tenants et des aboutissants des projets et qui vont pouvoir vous accompagner. Mais je vais quand même vous en dire un peu plus puisque je me doutais bien que c'était l'objet de votre question. Donc alors en fait, on va différencier deux cas de figure. On va différencier les immeubles, on va dire de petite dimension, où il va y avoir moins de 10 places de parking. Et dans ce cas-là, finalement, les installations électriques existantes vont être satisfaisantes pour accueillir les véhicules électriques. Donc là, on va pouvoir sereinement faciliter de modalités simplifiées pour s'équiper, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle le droit à la prise, qui va vous permettre d'installer à vos frais une borne de recharge dans votre place privative, à condition d'en informer le syndic et la copropriété et d'attendre un délai légal de 3 mois. Et ensuite, sans passer par un vote d'AG... Oui. Est-ce qu'ils peuvent refuser l'installation de la prise ? Alors, il y a ce délai légal de 3 mois, lors duquel la copropriété peut s'opposer au projet. Après, c'est un délai légal et en réalité, c'est un process lourd. Donc, il faut saisir une saisine du tribunal et il faut motiver la demande par un motif légitime et sérieux. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a très peu de motifs connus. Les seuls connus sont la préexistence d'une infrastructure de recharge sur laquelle se raccorder ou le fait qu'il y ait un projet d'infrastructure qui ait déjà été voté et qui sera mis en place dans un délai raisonnable. Donc en fait, c'est davantage des recours légaux, mais qui sont très lourds et dans la réalité, la copropriété ne peut pas réellement s'opposer au projet. D'accord, donc le droit à la prise est un vrai droit à la prise. À partir du moment où je veux faire installer une prise, on ne pourra pas me refuser, c'est juste un délai. Alors vous avez dit 3 mois dans lequel la copro peut avoir un recours contre vous, mais on a compris que ça n'arrivait jamais ou presque. Et ensuite, le délai d'installation, une fois que j'ai passé les 3 mois, c'est combien de temps ? Alors là, ça va dépendre de votre fournisseur, mais bon, voilà, on peut tabler sur 1 à 2 mois. Ouais, ça veut dire on risque d'attendre 5 mois une fois qu'on a acheté un véhicule électrique avant d'avoir une prise. C'est effectivement le délai maximal. Il faut savoir que si votre copropriété, votre syndic est coopératif, il pourra vous répondre avant le délai de 3 mois. Donc ça peut être raccourci. Voilà, ça peut être plus court, mais effectivement, installer une borne de recharge, ça s'anticipe et ça prend quelques mois. On n'est pas obligé d'attendre l'Assemblée générale, on est d'accord. Tout à fait. Vous allez simplement informer le syndic et la copropriété via vos devis et le plan d'intervention et elle ne peut après 3 mois vous allez pouvoir faire vos travaux et ça ne passera pas par un vote d'AG. Par contre, il y aura une information en AG que ces travaux ont eu lieu. D'accord. Alors maintenant, je suis dans une copropriété où il y a beaucoup de monde. Comment ça va se passer là ? Chacun va pas installer individuellement sa prise de recharge. Tout à fait. Donc dans les copropriétés de grande dimension, on va dire à peu près plus de 10 places de parking, ces modalités simplifiées existent toujours et s'appliquent.
En revanche, quelques véhicules, ça va pas poser problème à l'installation électrique existante, mais dès qu'on va franchir un peu plus qu'une poignée de véhicules, à ce moment-là, l'installation électrique existante n'est plus dimensionnée pour accueillir les bornes de recharge, et donc il va falloir la renforcer. Donc la bonne pratique dans ces copropriétés, c'est de se lancer avec le syndic et la copropriété dans un projet qu'on appelle d'infrastructures collectives, qui sont l'ensemble des équipements électriques qui vont permettre aux futures bornes d'être installées en toute facilité et avec des délais réduits. D'accord. Donc si je comprends bien, en fait, là, on va rajouter un réseau électrique, on va se brancher à l'extérieur de l'immeuble et on va doubler le réseau électrique existant et ce réseau sera dédié aux bornes de charge. C'est ça. On va renforcer le réseau électrique existant en y ajoutant une dérivation dédiée à la recharge des véhicules électriques. Et généralement, donc, ce sont des travaux qui comportent donc une connexion au réseau public de distribution avec une puissance de réserve suffisante pour accueillir les futures bornes. Également des armoires électriques qui vont être placées à des endroits stratégiques du parking en accord avec le professionnel pour faciliter les futurs branchements, et également des percements et des chemins de câbles qui vont faire en fait que les futures demandes de bornes, donc une fois qu'il y a l'infrastructure, on n'a plus ce cadre du droit à la prise. Là, ça devient vraiment simplifié et ça dépendra des délais de l'opérateur de la copropriété qui seront extrêmement réduits, sans doute de l'ordre de quelques semaines. Et donc, c'est tous ces équipements qui vont simplifier et baisser les coûts. D'accord. C'est la copropriété qui paye l'installation de ce réseau secondaire, entre guillemets ? Alors, il y a plusieurs modèles possibles. Effectivement, la copropriété peut décider d'investir dans cette infrastructure, et à ce moment-là, donc l'ensemble des coûts sera réparti au tantième et donc plus dans le cadre des parkings au nombre de places de parking possédées par le copropriétaire dans la copropriété. Donc généralement, on estime que ça a un coût, l'infrastructure collective par place de parking, entre 150 et 300 euros. Voilà. Et là, il y a des aides qui sont disponibles. Tout à fait. C'est donc combien ? là, il y a des aides. Le programme Advenir, donc effectivement, va vous aider à peu près à hauteur de 50% du coût du projet. Donc ça va vous coûter entre 75 et 150 euros, c'est ça. Ouais. Donc on peut considérer que c'est pas monstrueux. Exactement. Donc ça, c'est quand on répartit au tantième, et que après il y a d'autres modes de financement qui existent. Donc on appelle les préfinancements, où en fait un acteur va venir investir va venir payer la facture de cette infrastructure, et ensuite, au lieu de répartir les coûts au tantième et au nombre de places de parking, ce seront les premiers utilisateurs qui vont financer l'infrastructure. D'accord. Et puis n'oublions pas que ça va donner de la valeur à votre bien, ça donne de la valeur, effectivement. Et puis comme de toute façon l'augmentation du parc électrique est inéluctable, il faudra qu'il y ait des places dans des box avec des prises. C'est un argument qui est assez intéressant, qui est trop souvent sous-estimé par les copropriétaires, c'est qu'effectivement, une infrastructure de recharge va durablement valoriser le patrimoine immobilier. Alors ça peut paraître un peu irréel, et moi j'aime bien cette comparaison avec la fibre optique. Donc ça paraît aujourd'hui évident qu'un immeuble raccordé à la fibre optique va être plus attractif qu'un immeuble qui ne l'est pas. Et c'est pareil pour les bornes de recharge. Et en plus de quoi, si on n'a pas d'infrastructure de bornes de recharge, quand on est propriétaire d'un logement et qu'on souhaite le revendre, on se prive aussi aujourd'hui d'1,3 million de Français qui possèdent un véhicule électrique comme potentiel acheteur et qui vont surtout que c'est assez urbain. Ça peut être un frein. Oui, surtout que c'est assez urbain. Merci beaucoup. Vous formez les syndics en plus. On va préciser qu'en ce moment vous êtes à la foire de Paris. Il y a un stand. Tout à fait. Donc on forme les syndics, puisque le programme Advenir, en plus de financer les bornes de recharge, donc on estime que financer c'est une première chose, mais ensuite il faut aussi accompagner les acteurs de la transition vers la mobilité électrique, avec les clés pour réussir cette transition. Et donc on a un programme de formation et on forme gratuitement tous les syndics en France, et on en a déjà formé plus de 5000. Waouh, juste une dernière précision, vous êtes actuellement à la foire de Paris, mais si on n'est pas là, puisque Paris n'est pas le centre de la France, on vous retrouve sur votre site internet ?
Voilà, exactement. Donc on est en ce moment à la Foire de Paris dans un stand pédagogique qui s'appelle la Electric Box, où on vient sensibiliser donc aux avantages de la mobilité électrique. Et sinon le site internet, Ludovic, il faut qu'on y aille là. Oui, je roule en électrique.fr. Merci. Et vous allez pouvoir retrouver des événements partout en France, puisqu'on en organise dans toutes les régions de France. Merci beaucoup Ludovic Coutan, responsable du programme Advenir, qui nous a tout expliqué ce matin. Et bonne Foire de Paris. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Allez, à suivre, vous, votre question au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Manu vous accueille ce matin. Vous êtes nombreux, mais il y a de la place pour tout le monde, puisque vous le savez, vous ne pouvez pas réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Il y a un bug par Facebook, mais vous pouvez nous joindre en direct. 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mais où peut-on trouver Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et pour terminer cette première heure de On parle auto, et avant de vous accueillir, vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300 pour poser vos questions juste après le journal de midi en direct sur Sud Radio. Eh bien, on vous accueille dès maintenant et c'est Eric qui nous rejoint au standard de Sud Radio. Salut Eric. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc et bonjour Eric. Il est à Nîmes. Eric. Oui. Eric, il est à Nîmes et il a plein de trucs à dire. Eric, on s'est eu au téléphone cette semaine et bon, voilà. Non, mais ça va être Eric premier épisode. Ah ouais. Parce qu'il avait envoyé un message. Vous m'avez bien ciblé. Bravo. Un message audio. Alors il voulait déjà parler parce que ça m'a interpellé et c'est vrai que depuis qu'on s'est eu au téléphone, j'ai regardé un petit peu et il parlait des feux orange. Eric, et en disant voilà, là où il y a des radars automatiques, des radars de feu sur les feux rouges, à certains endroits, et je l'ai vérifié ce matin, et tous ceux qui nous écoutent, qui sont en région parisienne, pourront vérifier, dans Neuilly, la grande artère, qui est limitée à 70 km/h, pas tout le long, mais à certains endroits, on n'a que 3 secondes de feu orange. Oh la vache! Alors, s'il y avait un radar, alors j'ai fait le calcul pour vous dire, à 70 km/h, en 3 secondes, vous faites 57 mètres. Pour vous arrêter à 70, il faut 50 mètres. Donc, avec 1 seconde de temps de réaction. Donc, il suffit que vous soyez même juste dans vos pensées, si le feu passe au orange, le flash et derrière. que ces 3 secondes, vous êtes flashé. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé pour poser cette question, Eric ? Moi, si vous voulez, oui, ça c'était, comment dire, si vous voulez, ce qu'il faut faire, c'est effectivement, moi ce qui m'intéresse, c'est les solutions. Par rapport à ça, moi je demande, il faudrait exiger de l'État qui passe les feux orange à 5 ou 6 secondes. Voilà. Alors 5 secondes, c'est hors agglomération, en général c'est 5 secondes. Voilà. Donc mettre 5 secondes dans les zones à 50 à l'heure et passer à 7-8 secondes pour les zones à 70 km/h. Qu'on ait le temps de s'arrêter. Moi j'ai fait l'expérience, je suis à 40 à l'heure, j'arrive sur un feu, il passe à l'orange, je plante un grand coup de frein, j'arrive au feu, il passe au rouge, donc j'ai dit je me suis arrêté à temps, à condition d'avoir planté un grand coup de frein. Et c'est pas normal. Et puis quand on fait un grand coup de frein comme ça, on a du monde derrière. Oui. Voilà. Et voilà. Et j'ai même entendu un maire qui disait dans son village, il n'avait jamais d'accident avec son feu. Depuis qu'ils ont mis le feu radar, il a plein d'accidents. Alors les accidents sont graves parce que quand vous vous faites heurter par l'arrière, vous avez ce qu'on appelle le coup du lapin, vous avez les cervicales en vrac, et les cervicales en vrac, c'est toute sa vie. Ça, c'est grave. Moi, je trouve les feux radars, c'est très dangereux. Eric, ça vous est arrivé ? Non, par chance, non. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui se font heurter par l'arrière, un problème de cervicale, et quand des problèmes un traumatisme au cervical, vous avez ça toute votre vie. Moi, j'ai des problèmes de cervicale à cause du vélo, c'est autre chose. Mais ça, vous le gardez toute votre vie. Non, puis ce qui est dingue, c'est que là, d'un seul coup, parce qu'il y a un radar, on réduit le temps du orange, quoi. Non, c'est pas parce qu'il y a un radar. Normalement, la règle, c'est 3 secondes en agglomération, 5 secondes hors agglomération. Donc, mais le problème, c'est qu'il y a des voies qui sont en agglomération limitées à 70 km/h. Et 3 secondes quand on est à 70 km/h, c'est pas suffisant. Et en plus, si vous êtes sur le mouillé, c'est pas suffisant pour s'arrêter. Il y en a pas beaucoup quand même des voies. Si, il y en a. Je me souviens qu'Autoplus, il y a quelques années, il y avait un radar qui est sur. C'était sur la Francilienne, donc qui était en agglomération. Il y avait un radar de feu et c'était 3 secondes à cet endroit-là. Sauf que c'est une grande artère et les gens, ils roulent à 70 et à 70. Matériellement, on avait 1 fois sur 2 pas le temps de s'arrêter. Eric ?
Oui, donc en fait, moi je voulais vous parler d'autre chose. Allez-y. C'est pour ça que j'ai dit c'est premier. Il y a 2 sujets d'émission. 1 minute 30, attention. Non, mais on le reprendra, Eric. 1 minute 30, on vous écoute. 2 sujets d'émission que je propose. L'État propose des primes pour acheter des vélos électriques ou des voitures électriques. Oui. Moi, quand j'entends dire 10 000 euros de primes pour acheter une voiture électrique, moi je dis celui qui a les moyens d'acheter une voiture électrique, il les paye ces 10 000 euros. Non, mais 10 000, non, c'est 5 000 le bonus, mais après, pour rajouter les autres aides, il faut vraiment être. Non, je vous explique. Laissez-moi finir de vous expliquer. Oui. Quand on donne par exemple 300 euros de prime ou 400 euros de prime pour acheter un vélo électrique, moi je trouverais plus logique de baisser la TVA. Parce que le TVA, c'est proportionnel au prix du 2 roues. Si vous achetez un vélo électrique à 4 000 euros, qu'on vous donne 300 euros, et si vous achetez un vélo électrique à 600 euros, qu'on donne 300 euros, le rapport n'est pas le même. C'est-à-dire. C'est pas plafonné en fonction du prix ? Eh bien, moi, je trouverais plus logique, plutôt que de donner des primes, on donne un pourcentage. Et à la limite, le pourcentage ne devrait pas dépasser le taux TVA. Parce que le TVA est de 20%, il ne faut pas que la prime dépasse les 20% de TVA. Eric, oui. Sur les vélos, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne vous répondrai pas sur ça, mais sur les voitures électriques, c'est limité à 27% du prix, la prime. Donc, quand vous diminuez le prix, vous n'avez pas 5 000 euros. S'il y avait demain une voiture électrique vendue 5 000 euros, on n'aurait pas 5 000 euros de bonus. Non. Voilà, c'est limité à 27% du prix d'achat. On va vous reprendre dans une autre émission. Oui, de toute façon, ce que j'ai dit avec Eric. Eric, malheureusement, je ne peux pas parce qu'on a l'info qui arrive et ça, l'info, on ne peut pas l'ouvrir à l'heure. Mais on vous reprendra. La suite la semaine prochaine, Eric. En saison 2. Voilà, Eric, saison 2. Non, on va laisser la parole à Eric. Mais on le prendra avant le journal de midi, comme ça, il aura plus de temps. D'accord, exactement. Mais bien avant le journal de midi. Bon, mais Eric, bon week-end quand même, et puis on vous rappelle pour la semaine prochaine. Je vous rappelle, promis. Promis. Oui. Allez, la semaine prochaine, du coup. Allez, dans 2 secondes à peine, 2 minutes même pas, le retour de l'info sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. C'est 64 présente à la... Roule, le club automobile ouvert à tous présente... Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous sommes ensemble, vous le savez, tous les samedis de 11h à 13h, en direct, je rappelle, malheureusement pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur la page Facebook de Sud Radio, avec cette communauté entre vous, vous réagissez, vous parlez. Malheureusement, il y a un bug du réseau social au niveau technique pour pouvoir nous retrouver en direct ce matin. Par contre, en direct sur YouTube et en direct sur le site sudradio.fr. Allez, au programme de la 2e heure, l'ami Jean-Luc. Quoi de neuf sur le marché des pneus de camping-car? C'est pas facile à dire. Non, mais c'était drôle la façon avec votre grand sourire. Quoi de neuf? En même temps, ça fait voilà. Après, on ira à un rassemblement de microcars à Saint-Jean-de-Luz. Ah oui, voilà. Ça c'est bien. C'est quoi les microcars? Tiens, déjà, faudra expliquer. Et puis on s'intéressera au marché de l'automobile avec un mois d'avril qui était à plus 21,9%. On se dit chouette, ça y est, le marché de l'automobile retrouve des couleurs. Est-ce que c'est pas un peu en trompe-l'œil des chiffres comme ça? Il faudrait comparer à des vraies années. Et puis savoir ceux qui expliquent ceci. Et qui s'en tire mieux que d'autres. Bon, on en parle évidemment tout cela avant 13h. Et vous le savez, vous êtes nos invités. Donc vous nous rejoignez au 0826 300 300. Nous vous prenons en direct ou vous nous écrivez sur je participe @sudradio.fr. Ça c'est l'adresse mail et vous mettez on parle auto dans l'objet. C'est ce que vient de faire ce matin Marc, notre ami pâtissier, qui d'ailleurs nous a envoyé une super photo de ses... c'est magnifique, hein, ces tartes aux fraises, là. On vous déteste, Marc. Pas moi. Non, ça va, j'aime bien. Et qui nous demandait d'ailleurs d'en savoir un petit peu plus. Il disait bonjour sur de les Lyon. bombes anti-crevaison. Voilà, en direct de son labo. Pourrait-on avoir un petit cours sur l'utilisation des bombes anti-crevaison et peut-on faire réparer un pneu? Attendez, monsieur, j'ai pas fini ma phrase, qui a été réparé avec ce dispositif. Voilà, alors déjà, le nom bombe anti-crevaison, c'est pas anti-crevaison. Ça devrait s'appeler bombe de réparation provisoire. Ça, c'est voilà. Dans le nom, il y aurait déjà une partie de la réponse. En fait, vous ne pourrez déjà réparer que un petit trou avec une bombe anti-crevaison, entre guillemets. Si c'est une vraie déchirure sur le pneumatique, ça sert à rien. Alors, il y a des gens qui pensent... Alors, si vous avez un clou, quelque chose comme ça, oui, ça bouchera le trou provisoirement. Parce qu'une fois que vous avez
entre guillemets, regonfler le pneu avec la bombe et que le produit... Alors, il faut rouler. Hein. Comment ça fonctionne ? Vous êtes crevé, il y a un clou dans votre pneu. Alors déjà, s'il ne se dégonfle pas, vous avez intérêt à laisser le clou et à aller faire réparer votre pneu dans un centre spécialisé. Si vous le retirez, que ça fait pshhh, et vous avez une bombe sous la main, donc vous vissez sur la valve, vous videz la bombe dans le pneumatique et vous roulez tout de suite. D'accord. Voilà, il faut rouler pour bien répartir le liquide qui se trouve à l'intérieur de la bombe qui va obturer en fait le petit trou. Ce liquide, une fois qu'il est réparti dans le pneumatique, un peu sur la jante, etc., il faut ensuite faire réparer le pneumatique. Ce n'est pas une réparation définitive, c'est provisoire. Alors, une réparation d'un trou, c'est obligatoirement démontage du pneu et on met... parce que ça ressemble un peu à un champignon qui se met de l'intérieur. La réparation de l'extérieur, c'est pareil, c'est à proscrire. Donc, on démonte le pneu et c'est là que les professionnels aiment bien les bombes anti-crevaison. puisque ils sont ironiques, là. Voilà, parce que ça fait comme une espèce de pâte collante à l'intérieur et il faut tout nettoyer. On est obligé de tout nettoyer. Donc, mettre une bombe, c'est vraiment le dépannage quand on n'a pas d'autre solution. Vous êtes en pleine nuit, attaqué par des loups et vous crevez sur une route en montagne, vous mettez la bombe pour aller jusqu'au garage d'après. Mais si vous pouvez faire autrement, il vaut mieux éviter les bombes anti-crevaison. Voilà. On a répondu à notre ami Marc Pâtissier qui a eu la gentillesse de nous envoyer ses pâtisseries en photo. Ça ne nous convient pas. D'autant que vous ne savez pas quelle pression vous avez dans le pneu une fois que vous avez gonflé avec la bombe. On n'a pas tous un manomètre sous la main. Non, mais comme vous dites, c'est vraiment du dépannage urgence, mais sinon, provisoire, du dépannage provisoire. Et d'urgence. Si on peut faire autrement, on fait autrement. Allez, on vous accueille aussi au 0800 26 300 300 après avoir répondu à Marc. Salut Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour à tous. Ça va très bien sous le soleil de Nîmes. Oh, mais tout le monde appelle de Nîmes ce matin. Mais les autres en France, vous faites quoi ? Vous dormez ou bien ? On vous écoute, Olivier. Voilà, j'avais une question. J'envisageais d'acheter une E63S AMG en finale édition. D'accord, une Mercedes donc. Voilà. La finale édition en V8 biturbo. Et je voulais savoir si vous pensez que c'est une voiture qui risque de voir sa cote monter avec le temps. Quelle année ? Elle vient de sortir. Ah. Et vous savez quoi ? C'est la finale édition de l'E63S. Ah oui, j'ai pas compris finale édition. Oui. Alors, deux trucs. Vous avez 12 points de permis ? Oui. Enfin, non, mais j'en suis pas loin. Mais pourquoi cette question ? Parce qu'elle est... Non, mais je roule déjà en RS6, donc... d'accord, oui. Je roule déjà en RS6, c'est pas grave. Attendez, on n'a pas entendu là. En Audi RS6 déjà. Okay. Donc, puisque c'est franchement un pouce au crime. Alors oui, pourquoi ça va être un véhicule collector ? Déjà parce que la 63 AMG, ça a été le premier, à l'époque quand elle est sortie, ça a été le premier moteur qui a été développé exclusivement par AMG. C'était un moteur spécifique V8. Auparavant, AMG faisait des préparations sur des moteurs Mercedes. Ça, c'est des moteurs AMG. Donc, et en plus, là, vous êtes encore en V8 et... Malheureusement, il va se passer ce qui se passe chez les autres constructeurs. Vous avez vu les Porsche, elles passent en 4 cylindres, elles passent en hybridation. Ça va être la même chose. Donc, d'ailleurs, ça a commencé. Il y a déjà des modèles AMG qui arrivent en hybride. Donc, oui, c'est un vrai collector parce que c'est les derniers modèles de puristes. Alors, ça va faire hurler les écolos qui m'entendent, mais un bon gros moteur. Oui. Un bon V8. Un bon gros moteur compressé qui développe, alors je ne sais pas combien il développe, aussi, au moins 612 chevaux. Voilà. 850 612 chevaux. Franchement, oui. Voilà, mais à garder. À garder. Vous la prenez en quoi ? En berline ou break ? Berline. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Oui, elle est belle. Elle est racée. Bon, super, voilà. Oui, gardez. Oui, Olivier, allez-y, faites-vous plaisir. Ouais. Ouais, à 200 000, c'est un gros plaisir. Ouais, ça va. 200 000 plus 50 000 de malus écologique. Non, 150 000 plus 50 000. Ouais, d'accord. Ok, non, mais on parle auto et on parle. On parle malus. Et argent sur radio ce matin. Mais faites-vous plaisir si vous le pouvez, écoutez. Mais derrière, les critères, alors voilà. Mais c'est un vrai futur collector. Bon, voilà. On vous souhaite un super week-end, monsieur le collectionneur. Eh ben, je vous remercie beaucoup, à vous aussi. Et puis vous envoyez la photo dès que vous l'achetez. Ah oui, vous envoyez la photo. Vous envoyez la photo par mail. Je participe @sudradio.fr. On parle auto dans l'objet, ok ? Allez, on vous embrasse. N'oubliez pas de m'envoyer le chèque par mail alors. Oui. Laurence fait ça, elle fait ça dès que l'émission est finie. Il perd pas le nord, le mec qui habite dans le sud. Allez, bon week-end à Nîmes, on vous embrasse. Merci beaucoup, bon week-end à vous aussi. Merci, au revoir. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente
Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Elle est belle, hein. Ouais, Non, mais elle est belle, on va la changer Merco, légèrement de registre là. Ah oui, on va parler parce que AMG camping-car. fait pas encore de camping-car. Salut Olivier Schneider. Bonjour Oliver. Oliver Schneider. On l'avait déjà eu, Laurence, et vous étiez déjà tombé dans le piège. Ben ouais. Directeur général de la division commerce de Continental France. Vous êtes d'origine de quoi, anglaise? Non, allemande. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Oliver. Continental, c'est un petit peu allemand. Bon, alors Oliver, on vient de parler de Mercedes. Bon, il n'y a pas encore de pneus camping-car haute performance, ça n'existe pas. Si, ce sont des pneus haute performance, mais d'une autre façon. Et ben voilà, bim, tiens. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, justement, les pneus camping-car? Est-ce que si j'ai un camping-car, je peux mettre un pneu de dimension équivalente quelconque? Alors oui, l'indice de charge restera le même, c'est-à-dire l'indice de charge du pneumatique selon la dimension restera le même que ce soit un pneumatique C, commercial, camionnette normale, ou CP sur le flanc, c'est-à-dire camping pneu. La particularité, c'est que le pneumatique CP, camping pneu, c'est un pneumatique dont la pression maximale est augmentée de 0,75 bar. Donc je prends l'exemple d'un pneu standard qui est à 4,75 bar. En pression maximale, vous pouvez le monter à 5,5. Et quel est l'intérêt de pouvoir monter justement la pression des pneus comme ça? Justement, sur un camping-car, comme vous le savez, on les voit souvent, quand même. Malheureusement, souvent, ils sont quand même en surcharge ou très proches, on va dire, de la limite. J'aime bien, comme dit. Malheureusement, souvent, ils sont tous en surcharge parce qu'ils ont droit à 3,5 tonnes et quand ils partent en vacances, les gens, ils font le plein d'eau. Ils ont souvent le scooter ou les vélos qui sont accrochés derrière, les bateaux pneumatiques sur le toit. Et surtout le porte-à-faux. Vous voyez parfois des porte-à-faux pratiquement 2 mètres derrière. Ouais. Et voilà, exactement. Donc l'avantage, vous l'aurez compris, c'est-à-dire surtout sur l'essieu arrière, l'avantage de pouvoir augmenter la pression va vous garantir meilleure tenue à la charge, donc meilleure tenue de route, moins de roulis, enfin un vrai aspect sécuritaire. D'accord. On a suffisamment de dimensions qui sont disponibles pour vraiment équiper son camping-car de pneus spécifiques? Alors c'est un marché il y a 11 dimensions sur le marché. Continental, nous en commercialisons 8 et avec ça on couvre à peu plus de 95% du marché. Il faut savoir il y a une dimension, un 15 pouces, un 215/70/15 qui fait déjà 60% du marché camping-car aujourd'hui. Ouais. C'est un marché qui grandit d'ailleurs, le marché du camping-car? Alors c'est un marché qui grandit et qui n'arrête pas de grandir et puis effectivement malheureusement ces crises sanitaires que nous avons vécues ces dernières années aident au camping-car justement d'être de plus en plus populaire. Aujourd'hui on a à peu près 500 000, un petit peu plus de 500 000 camping-cars immatriculés sur les routes françaises, mais sachant que c'est sur un marché de 2 millions en Europe, donc un quart des camping-cars sont en France, d'accord? Donc c'est énorme. Effectivement. D'ailleurs, il y avait eu comment on appelle ça, un live car sur le mondial de l'automobile. Il y avait eu toute une exposition très particulière. Ça prend énormément. D'accord. Tout à fait, il y a à peu près 30 000 nouvelles IMAT par an et plus de 70 000 immatriculations occasion. Donc c'est vraiment aussi un marché dynamique. On se revend les véhicules, on monte en gamme, en belle sorte de dimension, selon comment la famille évolue et tout. Donc c'est vraiment un marché dynamique, oui. Alors, on a compris qu'il y avait beaucoup de dimensions disponibles. Est-ce qu'il y a plusieurs types de pneus qui sont disponibles? Parce que en général, on met des pneus été sur un camping-car, mais la grande mode maintenant, c'est de mettre du pneu 4 saisons sur les véhicules particuliers. C'est possible aussi sur ce genre d'engin? Oui, absolument. Alors nous, on a les deux gammes. On a donc une gamme spécifique pneumatique été. C'est souvent la gamme qui sera aussi montée en première monte. Enfin, du moins, c'était le cas. Mais effectivement, le trend est exactement le même que pour les véhicules tourisme normaux. C'est-à-dire, nous avons également des dimensions. Chez nous, c'est les vannes contact camper qui sont des pneumatiques 4 saisons avec le flocon de neige et la petite montagne, donc qui sont vraiment homologués aussi pour la loi montagne. Ouais, pour ceux qui vont faire du camping-car l'hiver à la montagne. À mon avis, il y en a un petit peu moins quand même. Il y en a quand même. Il y en a. Ouais. Ah ouais. Un pneu spécifique camping-car, donc noté CP, c'est bien ça. Oui, c'est ça. C'est plus cher qu'un pneu camionnette standard? Alors effectivement, ces pneumatiques-là, peut-être juste effectivement, ils coûtent à peu près, on va dire, 10% de plus qu'un pneumatique camionnette standard, mais sachant qu'il y a vraiment une structure renforcée à l'intérieur, il y a une carcasse différente, un paquet de ceintures spécifiques aussi, et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la fameuse couche d'étanchéité qui fait que l'air reste à l'intérieur du pneumatique, qui est beaucoup plus épaisse pour justement garantir un maintien bien plus long en fait de la pression d'air pour éviter les pertes d'air dans la durée, quoi. Ah oui, alors donc quand je laisse mon camping-car l'hiver, s'il n'a pas des pneus spécifiques camping-car, ils vont se dégonfler plus vite que si j'ai des pneus spécifiques camping-car.
Absolument, oui. La couche d'étanchéité dans les pneus, du moins Continental, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais chez nous, effectivement, ces pneus-là ont une couche bien plus épaisse qui va garantir un maintien. Donc ils vont moins se déformer puisqu'ils gardent mieux la pression. Absolument, ouais, pour éviter le fameux effet flat spotting ou le faux plat qu'on peut rencontrer à la sortie de l'hiver sur les pneumatiques lorsqu'ils ont perdu de l'air et ils s'affaissent, quoi. Ceux qui nous écoutent là, qui vont partir avec leur camping-car, je le dis doucement, surchargé, est-ce qu'on peut leur donner un conseil pour rouler plus en sécurité ? Alors effectivement, il y a 3 conseils. Hein. Le premier, c'est évidemment le pneu adapté à l'utilisation. On en a parlé avant. 4 saisons, pas 4 saisons. Pour aller en Espagne l'hiver, est-ce que je traverse les fameux départements et je dois m'équiper ou pas ? Parce qu'il y a ça aussi. Il n'y a pas que je vais en vacances à la montagne. Le deuxième, c'est le contrôle d'état des pneus, l'usure, les dommages flancs, etc. Et le troisième, et un des plus importants, c'est effectivement la pression. Hein. On en a parlé beaucoup aujourd'hui, mais c'est la pression des pneus. Ouais. Et il faut mettre quoi d'ailleurs dans ces pneus-là pour voyager ? Au niveau de la pression ? Oui. Écoutez, ça dépend du véhicule. C'est un petit peu comme sur les véhicules tourisme, c'est-à-dire le constructeur va vous faire un conseil par rapport à l'état de charge du véhicule. Et justement, par rapport à ça, peut-être un type, alors beaucoup de nos utilisateurs camping-car le savent, mais le type, ça serait de faire peser son camping-car, par exemple, dans une coopérative agricole ou dans une casse, sur une bascule, qui sont équipés de bascules, pour justement peser la charge par essieu en fait, de mon véhicule en état de charge. Et grâce à ça, après, je peux adapter aussi ma pression. On a des abacs qui permettent d'adapter la pression idéale pour l'état de charge de mon véhicule, pour gagner aussi en confort. Parce que c'est vrai que si vous mettez 5.5 à l'avant et à l'arrière, ça va être raide. Ça va être raide. Bon, merci beaucoup, Oliver. Merci, Oliver. Et puis bonnes vacances en camping-car, alors. Ouais. Oui, et on se retrouve sur les routes du Tour de France. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Et oui, vous allez nous inviter. En plus, on va faire une étape, ce serait cool. Allez, Oliver Schneider, directeur général de la division Commerce Continental France. À suivre dans On parle auto sur Sud Radio, vous, au 0826 300 300. On va vous accueillir dans quelques instants. Et puis, on parlera des microcars, de ce rassemblement des microcars à Saint-Jean-de-Luz. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto. Sud Radio est sur YouTube. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et dans 5-6 minutes, nous irons à Saint-Jean-de-Luz pour parler de ce rassemblement des microcars. Mais tout de suite, on accueille au 0826 300 300 quelqu'un qui a une sacrée personnalité et particularité. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Bonjour Laurence, bonjour mon héros Jean-Luc. Non, c'est pas mon héros, c'est Moreau. C'est Jean-Luc Moreau, c'est pas Jean-Luc mon héros. Et bonjour aussi à tous les auditeurs. Alors Yves, vous voulez donc acheter une nouvelle voiture. Vous êtes fan de Toyota, donc je peux pas vous le reprocher. Hein. Et pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi Yves ? Parce que Jean-Luc, en 2013, m'a convaincu d'acheter une Yaris hybride en disant il faut acheter cette voiture en 15 pouces et vous prenez la gamme inférieure par rapport à la haute gamme et vous prenez les 15 pouces et surtout vous prenez toutes les options qui vont avec, ce que j'ai fait. Voilà. Et j'en suis heureux. Oui. Super. Alors pourquoi ? Parce que la version haut de gamme était livrée avec des jantes, je crois que c'est 16. Et en fait, la suspension était différente et le diamètre de braquage n'était pas du tout le même. Avec les 15 pouces, elle tourne sur place, la voiture. Et quand on avait les grandes roues, et c'est pas juste lié aux roues. C'est vraiment la suspension et une définition différente. Alors Yves, vous êtes passionné de Toyota, mais vous avez une vraie particularité qui m'a posé question. Parce que Laurence me dit c'est quoi cette histoire ? Mais je comprends pas, là, il y a quelque chose qui m'échappe. Est-ce que vous voulez en parler à l'antenne, puisque vous nous l'avez dit Oui, bien sûr. Je suis aveugle, j'ai perdu la vue à l'âge de 30 ans, mais j'étais passionné de voiture avant. D'accord. Et en fait, j'ai reporté ma passion sur ma femme, évidemment, et je lui ai donné... c'est moi qui choisis les voitures à la maison. Ah ouais. Et donc, je donne des conseils dans ma famille. Mes amis m'appellent pour faire des diagnostics. Excellent. Enfin bon, c'est un truc de fou, quoi. Vous êtes le Jean-Luc Moreau bis, quoi. Mais sincèrement.
Donc voilà, je Vous êtes désirais- aveugle mais clairvoyant en fait. Ouais, oh, Ah joli. oui, mais grâce à vous. Non, Et- joli deux. Et puis C'est que de l'amour. ensuite, là dernièrement, j'ai fait une chose que Jean-Luc nous dit de toujours faire, changer l'huile de la boîte à vitesse. Ouais. Et j'avais peur que ça me coûte cher. Et mon mécano me l'a fait pour, il y a un mois, ouais. 89 €. Oh bah oui, avec ça va. Une merveille. Ça nous a changé la vie. On a cru qu'on retrouvait la voiture de 2013. Ouais, bah, non, oui. mais véridique. Hein. Et là, vous avez envie de changer de voiture, là? Oui. Alors oui, on voudrait pour notre retraite acheter une Prius Dynamic Pack Premium de 2019. Alors c'est très précis parce que en fait la 2019, Toyota a décidé de revenir à ses premiers amours, de mettre en série les 15 pouces et mettre en option les 17. Et il y a aussi une chose, c'est que... Vous savez que je me bats pour ça, moi. Hein. À chaque fois que je croise les constructeurs, je leur dis, mais proposez au moins en option minorante sur les... Parce que les finitions haut de gamme ont toujours des grandes roues. Ouais. J'ai proposé au moins en option... qui coûte zéro, hein, une option minorante, ou même on vous rend de l'argent, des roues plus petites. Les roues plus petites, à part l'esthétique, mais j'allais dire pour vous, ça va pas compter beaucoup. Et comme dit Jean-Luc, la Prius est moche. De toute façon, quand on est dedans, on la voit pas. Ouais, mais sinon les pneus plus petits, à part pour ceux qui roulent un peu sportivement et qui ont besoin d'une tenue route un petit peu meilleure, mais pour le reste, c'est que des inconvénients. Hein. C'est moins de confort parce qu'on a un flanc de pneu qui est plus bas, donc on a moins d'air dans le pneu. C'est plus de consommation. Et puis quand on remplace les pneus, c'est pas le même tarif. Hein. Pareil. Voilà. C'est 40% de plus. L'idée, ça va être de faire... L'idée, c'est d'acheter une 2019 en pack premium, en dynamique. On descend d'une gamme. Mais je ne trouve pas de route 15 pouces. Alors oui, parce que... Ils ont du 17. Oui. Alors, les seuls qui auraient du 15 pouces, c'est les taxis. Mais les taxis, ça va être des véhicules qui vont avoir des dizaines... En plus, comme c'est fiable, en général, ils leur collent plusieurs centaines de milliers de kilomètres aux voitures. Donc, on trouve... Alors, il y a une solution, hein, elle va être un tout petit peu plus onéreuse, c'est d'acheter la voiture avec des roues de 17 et de l'échanger pour mettre des 15 pouces. Voilà. On me dit que c'est pas légal, c'est pas homologué. Si, bien sûr que si, c'est homologué. La voiture est homologuée avec deux types de roues. De toute façon, le développement, que vous soyez avec des roues de 15 pouces ou des roues de 17, le développement, c'est exactement le même. C'est ça qui compte. Voilà. Donc, quand la voiture a été homologuée au départ, il y a deux types de roues qui sont homologuées. Vous pouvez très bien revenir en arrière. S'il y a des 17, vous pouvez monter des 15 et inversement, si vous avez des 15, vous pouvez monter des 17. Il n'y a absolument aucun problème sur ça. Après, c'est une histoire de coût. D'accord. Au contrôle technique, ça passerait. Bien sûr. En termes de budget, ça peut représenter quoi ? Alors les pneus, ils sont pas très chers. Si on est en 15 pouces, un pneu de bonne qualité, 90 €. Ouais, même moins que ça. Hein. Vous pouvez trouver. Tout dépend. Voilà, un Michelin, ça vaut 85 €. Un Premacy 4 pour mettre sur ça. Donc, ça vous fait 4 pneus, 4 jantes, c'est ça le plus cher. Alors, des fois, il y a, vous savez, on vous propose. Alors, c'est souvent pour les pneus hiver. D'ailleurs, on vous propose l'ensemble jantes plus pneumatique. Donc, il est possible que vous ayez des offres comme ça, que vous puissiez mettre un pneu été avec l'offre jante. Ça permet d'être un peu moins cher. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous coûter 600 ou 700 € minimum. Bon, ça vaut peut-être le coup, Yves, alors, du coup. Hein. Le coût de COUP et COUT. Ouais. Bon, après, c'est quoi votre budget? Parce qu'on trouve autour de 25 000 € hein, à peu près. Voilà. C'est ça. Alors, si un auditeur on en profite, on passe un message. Voilà. Si vous avez une Prius en finition Dynamic Pack, c'est ça Pack Premium. Pack Premium. Ouais. 2019. Couleur claire. Blanc nacré, en 15 pouces. En 15 et à pouces. moins de 60 000 km. Et si on a la même, mais c'est pas en blanc nacré, vous n'y voyez pas d'inconvénient?
Alors, blanc nacré ou gris aluminium clair, parce que avec la canicule, il y en a plein en foncé, mais c'est l'enfer. Non, mais voilà, mais clair, mais ça peut être pas spécialement bleu. Ouais. Ok, bon, bah super. Voilà. L'annonce est passée. Si vous avez cette voiture, vous nous écrivez à jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez On parle auto dans l'objet et voiture Toyota pour Yves qui nous a appelé ce matin à 12h25. On vous embrasse très fort, Yves. Oui, très fort. Moi aussi. Et au plaisir de vous réentendre. Prenez soin de vous. Et bonjour à madame, parce que c'est elle qui conduit. Tiens. Oui. Allez, dans quelques instants, on part du côté de Saint-Jean-de-Luz pour le rassemblement des microcars. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, là. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Classic Cars qui nous emmène ce matin du côté de Saint-Jean-de-Luz, l'ami Jean-Luc, pour le rassemblement de microcars. On va en parler avec François Le Bourleux qui est l'organisateur. Bonjour François. Bonjour François. Bonjour. C'est quoi les microcars? Oui, c'est quoi les microcars, François? Oh là, définition très longue. Alors c'est surtout pas une marque déposée par le constructeur de bateaux Jeannot qui fait des voitures sans permis. On était là avant, nous. C'est des véhicules qui ont été construits essentiellement dans les années 50 et début 60. C'est des véhicules de crise, c'est-à-dire que c'est des petites voitures dans lesquelles il y a des petits moteurs parce qu'on sort de la guerre et qu'il faut construire avec des petits moyens. Et puis c'est plein de petits constructeurs qui ont tenté l'aventure dans toute l'Europe. Il y en a aussi bien en France qu'en Espagne, en Allemagne. Un peu en Italie, pas beaucoup, parce que eux vraiment ils n'avaient pas de métal. Et puis tous ces petits constructeurs, quasiment tous morts. Il y a un petit constructeur qui s'en est sorti qui s'appelle BMW. Oui, ça me dit quelque chose ça. Ils font des motos, je crois. Hein. Ouais, ils font des trottinettes, des trucs comme ça. Mais ils s'en sont sortis surtout parce qu'ils ont racheté à ISO le brevet de l'Isetta et qu'ils en ont fabriqué 130 000. D'accord. Et vous roulez avec ça d'ailleurs aujourd'hui? Alors, il y a mon Isetta BMW qui fait partie du cortège, mais moi aujourd'hui je roule dans une Berkeley 328. Oula! Alors là, vous m'avez largué complet là. Alors l'Isetta, ouais, je sais ce que c'est parce qu'elle a cette particularité qu'on rentre dedans en ouvrant la face avant de la voiture. C'est assez rigolo d'ailleurs. Toute la face avant qui s'ouvre et sous différentes marques. Donc le brevet Isetta a été créé par ISO, les Italiens, qui en ont fait très peu, mais ils ont vendu le brevet en France à Velam, véhicule léger à moteur, qui en a fait 5000 avant de se casser la figure, donc à BMW qui en a fait 130 000 et qui s'est sauvé, et puis après à Romy au Brésil, enfin bon, des Isetta, il y en a un peu partout. C'est facile, c'est comme les Vespa 400 qui étaient fabriqués en France. Ça vous dit quelque chose aussi? Oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Voilà. C'est comme les Messerschmitt, les cabines roller là. Alors le cabine roller, on en a plusieurs là sur le parc. Là, on est arrêté pour déjeuner. On est sur la place d'un petit village à Aetz, en face du restaurant qui va nous nourrir, fort bien d'ailleurs. Et vous avez de la chance, on serait bienvenu vous rejoindre pour déjeuner, mais ça fait un peu loin. Comment il s'appelle le restaurant? Il s'appelle Irazia. Ah, c'est beau. Et c'est où, dans quel village? Local. C'est à Aetz. D'accord. Et il y a combien là de microcars Alors, arrivé sur le parking, -3. Déjà. Ouais. Ils n'ont pas pu grimper la côte ou ils sont tombés en panne ou ils ont lâché l'affaire à cause de la météo? Il y en a un il fait très beau ici aux Pays-Bas. Ah ouais. Ça suffit, hein, ça va. Non, mais il fait très beau. Mais oui, nous, je vous crois. Mais on est en t-shirt. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est très beau, le Pays Basque. Et voilà. Et il n'y a pas de miracle. Et donc, le premier, c'est une Vespa 400. Il n'est pas sorti du parking. Le deuxième, c'est une Vespa 400. Il a pété la courroie de l'alternateur. Ils sont en train de réparer sur le parking du restaurant. Et ensuite, on a cassé une Isetta Velam et j'ai pas de nouvelles. J'ai envoyé la dépanneuse et j'ai pas de nouvelles. Ouais. Voilà. Alors, au total, il y a combien de véhicules là, sur votre rassemblement? On doit être là sur le parking. On doit être 22. Oui. Alors, l'avantage, c'est que ça prend pas beaucoup de place. On est sur le fronton du village, on est sur la place du village, on est entre l'église d'un côté, le restaurant de l'autre, appuyé contre le fronton où on joue à la pelote basque, et pas loin on a la mairie. Voilà. Ce qui est génial avec les microcars, là vous parliez de la crise dans les années 50, on revit quand même une grosse crise, donc pourquoi pas, ça pourrait revenir, mais surtout c'est joli, c'est drôle à regarder, c'est rigolo quoi. On est les gens qui veulent vous voir ce soir, vous serez à Saint-Jean-de-Luz, c'est ça? On sera à Saint-Jean-de-Luz, on stationne à l'intérieur du gymnase en face du lycée Ravel à Saint-Jean-de-Luz, pour les gens du coin ils connaissent, puisque la ville de Saint-Jean a la gentillesse de nous mettre des infrastructures à disposition, donc voilà, on en profite.
Et juste pour l'anecdote, on va manger ce soir, on se fait un méchoui au milieu des voitures. Non mais en fait, vous parlez de voiture et mangez, vous. Hein. Vous êtes en train de nous mettre l'eau à la bouche. C'est pas sympa parce que nous, on n'est pas à table encore. Et qu'est-ce qu'on boit avec modération? Alors, avec modération, rien du tout. D'accord. Non mais sérieux, moi j'invite tout le monde. Il faut un permis pour conduire ces véhicules-là? Alors, dans celle qu'on a, il faut un permis pour quasiment toutes. On a un 50 cm3 qui roule très bien malgré tout, et après tous les autres, c'est des cylindrées supérieures, donc il faut un permis. On va à combien? Voilà. On peut aller jusqu'à combien de kilomètres/heure avec ça? Attendez, parce que juste à côté de moi, il y a un Messerschmitt Tigre 500. Ah ouais, mais ça c'est énorme, ça roule à combien? 120 au moins? Qui est, à mon avis, du 140, c'est un mythe absolu, c'est rarissime. Le copain qui est venu avec, Nick, l'a refait complètement à neuf, mais complètement, il a mis des années et des années à retrouver les pièces. C'est lequel, vous avez dit quoi, Messerschmitt? Tigre 500. Tigre 500. Parce que je connais pas, donc je regarde. C'est deux places en tandem, en fait, on est l'un derrière l'autre. Voilà. Mais surtout, le Tigre, c'est un avion sur roue, quoi. Ouais. Le Tigre, c'est un 4 roues, alors que le Messerschmitt normal, c'est un 3 roues. Ah, c'est génial. Ouais, parce que en même temps, comme je ne connais pas grand-chose, je regarde sur Internet. Moi, je regarde, ça commence à valoir un peu de sous d'ailleurs. Le Tigre, ça vaut beaucoup de sous. Un Messerschmitt normal, ça vaut déjà des sous. Et un Tigre, ça vaut déjà des sous beaucoup. Ah non, mais on parle vrai sur Sud Radio. C'est quoi les beaucoup de sous? Alors, un Messerschmitt aujourd'hui en état pour rouler sans qu'il soit concours, mais un joli Messerschmitt, c'est 30-35 000. Un Tigre, c'est 120-150 quand on en trouve un à vendre. Wow. Voilà. Wow. C'est génial. On va dire en opposition à une Vespa 400 qui va osciller entre 10 et 15 000. Ah mais oui, on peut se faire plaisir pour pas très cher en fait avec ce genre de véhicule. Bon, faut pas aller très très loin, mais ça roule bien. C'était ma dernière question parce que il y a quand même un peu les Pyrénées dans le coin. Tout le monde arrive à monter les côtes? On a poussé une voiture dans la côte parce qu'il y avait vraiment ce qu'on appelle dans le coin un rampaillon, c'est-à-dire vraiment un truc, un vrai mur. Et le 50 cm3, il a fallu pousser au cul. Mais sinon, après tous les autres, mais il y a des boîtes de vitesse là-dessus, donc il suffit de se mettre en premier là, puis on envoie. Alors moi, François, je vais vous dire quelque chose pour conclure. Vous me plaisez beaucoup parce que vous parlez de voitures qui sont juste trop jolies. Vous en parlez avec envie, passion. Voilà, vous avez l'air d'être un mec chouette aussi. Merci beaucoup. Merci. Et puis demain, ça continue demain. On est d'accord. Et demain, on roule aussi, mais on s'arrête demain après manger. Je vous ai encore parlé de manger. Parce qu'on a des copains qui viennent de partout, mais vraiment de partout, du nord de la France, du Jura, de Nice, de Marseille. Enfin, on a vraiment des copains de partout. C'est que des copains, parce que dès qu'on est ensemble, même ceux qu'on ne connaît pas, on se tutoie, on partage une passion extraordinaire. Le maxi rassemblement, en tout cas, parfait. On espère que ça va vous faire venir du monde ce soir. Des mini-voitures, c'est aujourd'hui et demain. Profitez bien. Si vous passez sur la côte basque, n'hésitez pas. Même toute l'année, on peut vous appeler. Vous m'appelez. Non, je vous sens que vous êtes un bon vivant, ça me plaît beaucoup cette histoire. Allez, passez un bon Merci François. Bon appétit, baladez-vous bien. Bonne émission. Merci. À suivre, juste après la pause, les immatriculations qui ont augmenté de 21,9% en avril, c'est-à-dire en termes de véhicules immatriculés. Est-ce que c'est la sortie du tunnel ou est-ce que ce sont des chiffres en trompe-l'œil? Avec l'ami Jean-Luc Moreau sur Sud Radio et François Roudier, directeur de la communication de la plateforme automobile française, on va tout savoir sur ces chiffres qui sentent bon. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Toujours en direct avec vous, vous pouvez nous suivre sur la page YouTube de Sud Radio ou sur le site internet sudradio.fr, puisque la page Facebook, ils ont des problèmes techniques, donc vous ne pouvez pas nous retrouver aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, on va accueillir l'ami François Roudier qui lui est avec nous. Bonjour François. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour François. Directeur de la communication de la plateforme automobile française. Est-ce qu'on peut sabler le champagne avec une augmentation de 21,9% du marché automobile en avril? On va se dire, ça y est, la crise, c'est fini? C'est fini ou c'est pas fini? En gros, on aurait vendu 21,9% plus. Voilà. Comme aurait dit Fernand Reynaud, ce sera plutôt du mousseux midou de la marque Le Tiède. D'accord. Il faut être quand même extrêmement prudent. Alors, c'est mieux que si on était dans une descente terrible. Mais on a retrouvé le niveau de 2021, c'est tout. D'accord, oui. La référence, c'est 2019, on est d'accord. C'est avant la crise sanitaire.
Voilà. Et là, lorsqu'on regarde avant la crise sanitaire, on est entre moins 25 à moins 30% par rapport au marché d'avant. Hein. C'est-à-dire que le marché de plus de 2 millions de voitures qu'on a connu en France, maintenant, on va être plutôt dans les 1,5 million, 1,6 million. Donc ça, vous voyez, on est quand même dans un gros trou. Ouais, ça frémit un petit peu, mais ça ne redécolle pas vraiment. Non, ça redécolle pas vraiment. Alors, il y a quand même beaucoup d'explications derrière. D'abord, il faut voir que on est sur des immatriculations, donc sur des livraisons de voitures qui ont été commandées il y a déjà plusieurs mois. Et comme on l'entend dans votre sympathique émission, il y a certains clients qui ont attendu leur voiture très longtemps. Oui. Donc, on a des livraisons de voitures. Alors, si vous roulez en France le mois dernier ou ce mois-ci, on voit des camions porte 8 partout, même le week-end, ils ont des dérogations. Il faut livrer. Donc ça fonctionne. À côté de ça, on a aussi un marché qui change complètement dans les gammes. C'est-à-dire qu'on n'a plus des petits véhicules du segment A d'entrée de gamme. On a des véhicules un peu plus gros qui font moins de volume. On vend moins de Mercedes que de 108 Peugeot lorsqu'elles existaient. Donc on a ces deux effets qui font que le volume de véhicules diminue. D'accord, mais bon, les profits, on l'a vu, des constructeurs sont plutôt en hausse, donc on va dire que le marché se porte globalement bien. Tout le monde n'est pas à la même enseigne, d'ailleurs Renault est plutôt en forme et Stellantis un peu à la traîne. Alors oui, mais là, il y a des problèmes assez spécifiques. Stellantis, souvenez-vous, a eu des négociations assez dures pour son système de livraison. On avait des voitures qui étaient même parquées sur des aéroports dans l'Est. Donc, il y a encore un petit peu de traîne. Mais globalement, on voit que les trois gros, Volkswagen, Renault et le Stellantis, commencent assez bien à livrer leurs véhicules. D'accord. En termes d'énergie, la part entre essence, diesel, hybride rechargeable, électrique, ça se répartit comment ? Alors, on est sur une poussée de l'électrique qui est continue, puisque maintenant, il faut mieux calculer sur 4 mois que sur un mois où il peut y avoir des yo-yo. Vous avez par exemple les livraisons Tesla, souvent se retrouvent plus fortes un mois, quasiment très faibles un autre. Ça dépend des bateaux. De l'arrivée du bateau, c'est ça. Voilà. Donc là, on est quand même maintenant à 15% quasiment de pur électrique. On est en hybride, tout compris, à plus de 31%. C'est-à-dire que la première motorisation, c'est l'essence, à peu près 39%, suivi de l'hybride et suivi de l'électrique. Et le diesel, c'est la quatrième motorisation à 11%. Donc on voit qu'on est dans un bouleversement complet du marché. Revenons 10 ans. En arrière, on était à 70% de diesel, c'est ça à peu près. Exactement. Et on est passé à 10% aujourd'hui. Voilà. Et les autres énergies alternatives, je pense au GPL et au superéthanol 85, ça continue à progresser ou ça s'est tassé un peu ? Alors c'est surtout le GPL qui a progressé, qui a. C'est Dacia en fait. Voilà, c'est Dacia, 3,8%. C'est toute la gamme Dacia qui se vend comme des petits pains et qui fonctionne très très bien. On est plutôt après. Après sur le superéthanol, c'est un petit peu moins. C'est Ford, c'est pareil, c'est un micro-marché aussi parce qu'il y a un constructeur. Voilà, et ça baisse fortement. On était sur 4 mois de l'année dernière à 1,4%. Maintenant, on est à 0,3%. Ah oui. Il y a nettement moins de modèles qui sont mis en vente. De toute façon, les progressions sur les types d'énergie correspondent aussi au nombre de modèles différents qu'on peut avoir. Oui, ça, et on évident. le sait sur l'électrique, maintenant, quasiment toutes les semaines, on a un nouveau modèle électrique qui sort. Bon, on sait qu'un marché auto qui se porte bien, c'est aussi des ventes principalement aux particuliers. On en est où justement de la répartition des ventes ? Alors c'est pas mal. Ça dépend aussi des types de véhicules. L'électrique est très très vendu aux particuliers. Les hybrides un petit peu plus dans les sociétés parce que les patrons des flottes ont à respecter un niveau de CO2 limite pour les sociétés. Donc lorsque le président a une Audi A8, il va falloir compenser avec pas mal de petits hybrides qui font moins de CO2. Bon, je caricature, mais bien sûr ça n'existe pas. En gros, filtré. Filtré, voilà. Et on voit quand même que la part particulière reste assez forte. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que la part entreprise, alors c'est pas une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour les finances des constructeurs, parce qu'effectivement les voitures sont plus rémunératrices lorsqu'on les vend aux particuliers. Mais derrière, ce qu'on voit, c'est que
le marché du VUL, le marché de la vente en entreprise est extrêmement serré parce que les entreprises ont peur de l'économie et ont peur de perdre leur trésorerie. Donc, on a des renégociations de contrats pour garder les voitures plus longtemps. C'est assez inquiétant, hein. Et si je prends le véhicule utilitaire léger, c'est même doublement inquiétant parce que vous avez un gros problème aussi chez les carrossiers. Lorsqu'on achète un VUL, on achète la base et puis la plateforme. Et puis, vous allez convertir en frigo ou en benne pour le BTP. Et là, les carrossiers ont des gros problèmes sur le coût du matériau qui font du yo-yo et puis sur l'approvisionnement. Donc on voit que là, on a plutôt une tendance assez négative sur la globalité du marché. Bon, on se redonnera rendez-vous peut-être un petit peu avant de partir en vacances pour refaire un point sur ce marché. Voilà. Et puis dès qu'on sort de l'émission, on va acheter des voitures avec Laurence pour essayer de booster un petit peu les ventes. Acheter des voitures. En tout cas, vous faites une excellente émission médicale parce que c'est contre la dépression. Moi, je m'éclate et grâce à vous, je vais maintenant rêver d'acheter une Isetta. Voilà. Oui. Ah, mais ça fait... Merci beaucoup, François. Et c'est vrai qu'on parle auto, mais les retours que l'on a aussi sur la bonne humeur de l'émission plaisent beaucoup. Et en ces temps que l'on partage, mon bon monsieur, ça fait du bien d'avoir le sourire tout le temps et de le partager. Allez, bisous. Bon week-end, François Roudier. Merci beaucoup, directeur de la communication de la PFA. Et dans quelques secondes, on va accueillir Christophe. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? C'est vrai que vous êtes nombreux à nous dire que c'est agréable de nous écouter parce qu'il y a de la bonne humeur et on continuera. Salut Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Dame Laurence, bonjour sur Jean-Luc. Comment ça va ? Vous êtes où vous ? Dans le Puy-de-Dôme, du côté de Parentignas, juste à côté. Là, alors là, il faut y aller parce que d'abord, ils font de très jolis vins et puis de plus en plus, dont des vins qu'on appelle des vins de volcan. Et c'est un pays de randonnée magnifique. Voilà. Et bon, il veut faire lui de la randonnée avec un engin que j'adore. Dites-nous tout, Christophe. Eh ben, les enfants ont grandi, s'éloignent de la maison, plus besoin de place comme avant, fini le break. Donc passer sur une voiture avec un bon toucher de route, un peu plus plaisir, quoi. D'accord. Et vous voulez, vous hésitez encore ou vous avez arrêté votre choix sur une Mazda MX-5 ? Je l'ai dans le viseur, on va dire. C'est pas encore signé, mais j'hésite assez pour être sûr que c'est bien pour tous les jours, quoi. N'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas. C'est vraiment un véhicule plaisir. Alors, si je peux vous donner un conseil, en fait, elle est disponible, cette dernière génération de MX-5, avec 2 motorisations. Il y a un 1,5 litre. Vous allez l'acheter d'occasion ? Oui, occasion récente. Occasion récente. C'est quoi le budget ? 1,5 litre, 20-25 000. Ouais, c'est ça. Il y a 1,5 litre 132 chevaux ou 2 litres 184. Si vous voulez rouler en montagne, le 1,5 litre, il est plus grisant. Alors certes, le 2 litres est plus performant, il a de meilleures reprises, mais on s'amuse pratiquement plus avec le 1,5 litre qu'avec le 2 litres. En plus, il est très sobre. C'est un véhicule qui est pétri de qualité depuis le départ. C'est le cabriolet le plus vendu de l'histoire, qui a dépassé 1 million d'exemplaires. Le premier modèle est sorti en 89. Pour tout vous dire, moi j'en ai une de première génération qui s'appelle la NA, qui est de 1992. C'est une voiture. Alors c'est des voitures zéro souci. Zéro souci. Vous la laissez 6 mois. Mettez la clé dedans, vous tournez, ça fait 2 tours de démarreur et c'est parti. Voilà. Et c'est zéro souci. C'est sans doute un des véhicules les plus fiables du marché et pourtant c'est une voiture plaisir. Parce que parfois on se dit je vais acheter un truc un peu sportif, donc ça nécessitera plus d'entretien. C'est pas le cas de la MX-5, c'est pour ça qu'elle a autant de succès cette voiture. Par contre, il faut faire attention à qui on l'achète, quoi. Non, parce que c'est alors évidemment pas de véhicule avec du tuning, parce que malheureusement, comme c'est un véhicule fiable, il y en a plein qu'on bricolé, ils rabaissent les suspensions, ils gonflent les moteurs. Alors ça, faut éviter absolument. Mais sur une génération récente, normalement, vous devriez pas trouver ce genre de problème. Et le budget passe ? Le budget passe, entre 20 et 25 000, vous allez en trouver plein. Après, c'est les coloris. Moi, sur les dernières générations, il y a des coloris que j'aime pas. Il y a une espèce de gris clair là, que je trouve. Moi, j'aime bien le rouge. Le rouge, il est magnifique. Il est sublime. Le rouge, il y a rouge et bleu. Pour moi, c'est les 2 couleurs. Qu'est-ce qui vous plaît, Christophe ? Parce qu'on est en train d'acheter la voiture à votre place, en fait. Non, je l'ai même pu l'essayer dans des conditions semi-printanières, petite averse, temps 12, 13 degrés, c'était déjà très bon. Donc. En plus, la capote, il faut aller royalement, faut 20 secondes pour l'installer, donc c'est vraiment le roadster plaisir. Si vous devez choisir
si vous avez plusieurs modèles, il y avait un pack innovation qui était proposé. Je vous conseillerais de le prendre. Qu'est-ce que vous avez vu? Parce que vous me dites, je l'ai essayé, mais vous avez essayé laquelle? Alors, vous avez essayé quoi? 1,5 litre ou 2 litres? 1,5 litre. 1,5 litre. Ouais, non, mais c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Franchement, Bon, voilà. restez sur ça. Et vous me rappellerez, vous verrez, vous nous rappellerez pour nous dire c'est absolument génial. En plus, là, la région dans laquelle vous habitez, je rêverais d'habiter là-bas pour pouvoir profiter justement d'une MX5 dans ces conditions-là. Parce qu'en région parisienne, ouais, mais c'est un peu la misère. Non, mais je suis pas oui, c'est en remontant. Non, mais... Vous habitez une belle région parisienne. Moi, j'habite une belle région parisienne. Dès qu'on sort un peu de Paris, il y a quelques virages effectivement, mais c'est pas le Puy-de-Dôme. Ah non. Bah voilà. Bon, Christophe, vous nous envoyez la photo? Une petite question, sans défaut. Est-ce que tu portes l'éthanol? Alors Mazda, ils aiment pas quand on parle de l'éthanol, ils se bougent plutôt les. Bon, ça reste de l'injection directe. Alors je vais vous dire ce que je dis. Les moteurs à injection indirecte, l'éthanol, ça passe sans problème. Les moteurs à injection directe, c'est voilà. En plus, vous n'allez pas faire 40 000 km par an avec. 15-20 000. Ouais, 15, ouais. Bon, mais non, laissez-la l'essence, franchement. Franchement. Ouais. Bon, Christophe, allez, on veut la photo dès que vous l'avez achetée, d'accord? Sans de faute. On vous embrasse fort. Salut. Merci Christophe, au revoir. Et on embrasse tous ceux qui habitent du côté du Puy-de-Dôme. C'est vraiment tellement beau. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actu de la semaine. Sud Radio, on parle auto. Prix des carburants, et oui, j'ai fait un peu mon plein hier, ça commence enfin à baisser. Ouais, on serait tenté de dire il était temps. C'est vrai que la France est le pays d'Europe où le carburant est le plus cher, avec des écarts, alors tenez-vous bien, c'est 30 à 40 centimes sur le super samplon par rapport à la Belgique ou l'Espagne. Bon, heureusement, la tendance semble plutôt être celle d'une baisse progressive. Par exemple, le GPL, dont le prix avait augmenté de 33% ces 6 derniers mois, il vient de repasser sous la barre des 1 euro en moyenne. Là, c'était avant-hier. Le super éthanol E85, dont le tarif avait flambé, on en a parlé, c'était plus 44% en un an, voit aussi son prix baisser légèrement à la pompe, c'est 1,11 € cette semaine. Le gasoil continue de baisser régulièrement depuis un an, c'est celui qui a le plus baissé, moins 14,74%. Enfin, le super samplon 95, qui est anormalement cher dans notre pays. Alors, il paraît que c'est à cause des grèves dans les raffineries, mais moi, j'y crois pas. Il amorce doucement sa descente, il s'affichait hier à 1,86 € en moyenne. Avec un cours du baril de pétrole qui tourne autour de 72 €, ça devrait continuer à baisser. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Tesla est champion des marges dans l'automobile. Ouais, selon une étude mondiale dévoilée cette semaine par Ernst Young et associés, en 2022, le constructeur californien de voitures électriques a affiché une marge d'exploitation de 16,8%. Il devance Mercedes-Benz. Et le groupe franco-italien Stellantis, Renault lui est assez loin, 4,8%. Toyota est à 7,2%, Suzuki 7,1%, Hyundai 6,9%, Honda 5,2%, Ford 4,8%. Enfin bref, tout ça pour vous dire que les constructeurs ont beaucoup gagné d'argent en passé. Allez, pour conclure, il se vend désormais plus de SUV en France que de berlines. Eh oui, ça y est, le Rubicon vient d'être franchi. Ça va pas faire plaisir aux écolos. Désormais, les SUV représentent 46% du marché français sur le premier quadrimestre. Ils ont dépassé les berlines qui représentent 45%. Les automobilistes les plébiscitent pour leur position de conduite haute, leur fonctionnalité et leur allure. 4 d'entre eux figurent même dans le top 10 des ventes du marché. On va rappeler quand même qu'en 2010, les SUV représentaient moins de 10% du marché. Preuve que la croisade anti-SUV des écolos a été très efficace. Sur ces bonnes paroles, on vous souhaite un très très bon week-end. Les programmes continuent bien sûr sur Sud Radio. Invino, juste après le journal de 13h. Et puis vous avez bien sûr plein de rendez-vous cet après-midi, dont le rugby, puisqu'on est la radio du rugby. Il y aura plein de matchs à suivre à partir de 15h. Salut l'ami Jean-Luc. À la semaine prochaine. Avec bonheur et plaisir. Merci à Bastien d'avoir réalisé ce rendez-vous. Et c'est Manu qui était au standard pour vous accueillir. On vous souhaite à tous un très très beau week-end du 8 mai. Soyez patients et prudents sur les routes de retour de vacances ou de week-end. Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.